Ouvre grand tes oreilles et tes papilles. On va prendre le thé au Japon. Et pour faire ce voyage, on choisit Chapka Assurance, car ils sont vraiment sympas, mais pas que. Ils sont aussi simples, transparents et réactifs en cas de pépin. Quand on part en reportage, on prend toujours une assurance chez eux et on ne le regrette pas. Chapka assure tout type de voyageurs, aussi bien les vacanciers que ceux qui partent longtemps au long cours pour un volontariat, un PVT ou étudier à l'étranger. On les remercie pour leur soutien. AR Magazine Voyageur, la bande son, un aller-retour du papier à l'oreille, des bonus, des rencontres, des reportages, un regard libre sur le voyage. C'est nous! Bienvenue à toi, je suis Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR Magazine Voyageur, et aujourd'hui je t'emmène au Japon en passant faire un crochet à Paris chez Toul et Bruno Morandi. Ils sont auteurs et photographes et signent un article au pays du thé vert dans le dossier spécial Japon actuellement en vente. Bonjour. Vous voulez un thé en fait Pourquoi pas, on est là pour ça. D'accord, alors un petit thé sencha. Toul est né dans la steppe mongole, Bruno en France. Mais depuis 20 ans qu'ils se sont trouvés, ces deux-là, ils voyagent et travaillent ensemble. Leur dernier livre est La route du thé, paru chez Ozoni. Dans la partie dédiée au thé vert du Japon, on découvre que c'est de Chine que les bouddhistes japonais apportent des graines de théier pour les planter sur l'archipel au IXe siècle. Aujourd'hui, le pays produit uniquement du thé vert. Le matcha, qui sert à la cérémonie du thé, élevé au rang d'art, et bien sûr le sancha, très connu en Europe, qu'on va déguster avec tous les Bruno chez eux à Paris. Je vais prendre celui-là. C'est la dernière goutte qui est le meilleur, c'est pour ça que je me le garde. Des petits bols jaunes et la théière. Alors, c'est pas vraiment une théière, qu'est-ce que c'est? On nous a offert ça au Japon en fait, donc c'est en terre. Elle est toute petite, on dirait une tasse avec un couvercle. Ouais, et puis il n'y a pas de anse, donc toi tu verses directement comme ça. Il y a des petits points ici qui permettent de ne pas se brûler. C'est souvent des petites théières comme ça de... Petite On quantité. peut appeler égoïste un peu, on va dire, comme chocolatière égoïste, tu sais. Au Japon, c'est souvent ça en fait. Toute petite théière, une portion. Et de toute façon, quand ils boivent le thé, c'est vraiment des petites portions. Ouais, c'est plutôt ça que ça. C'est pas des grosses mugs comme ça. Donc, c'est vraiment la dégustation qui est importante. Merci beaucoup. Merci. On va profiter de l'heure du thé pour papoter avec Toul et Bruno. Pourquoi ce livre sur les routes du thé ? Disons que le thé, c'est quelque chose qui nous passionne depuis longtemps. Puis en fait, quand on est voyageur, quand on est photographe, nos journées sont ponctuées par des arrêts dans des maisons de thé. Quand on se balade dans une ville, je sais pas, que ça peut être à Marrakech, à Katmandou, peu importe, ou à Ulaanbaatar, ou Kyoto même. Voilà, au bout d'un certain temps, on est un peu fatigué, on a envie de faire une pause. Qu'est-ce qu'on fait ? On s'arrête dans une maison de thé. Et puis c'est l'occasion déjà de décompresser un peu, de rencontrer des gens, et puis d'apprendre une façon de boire et de faire le thé qui est jamais la même, de l'est à l'ouest de notre monde. On s'est posé la question, on s'est dit mais voilà, ok, on boit du thé, thé à la menthe, thé au lait, thé matcha au Japon, mais d'où vient cette boisson ? Donc c'est ce qui a été un petit peu le début et le moteur de notre livre. Donc on est parti vraiment des origines en Chine, et puis de là on a avancé, et puis ça a donné cet ouvrage qui nous permet de nous balader dans un très très grand nombre de pays. Et on est aussi passionnés tous les deux par, bien sûr, le voyage et la photographie. Et tous les deux, on a grandi ou évolué dans la culture du thé. Moi, en Mongolie, comme il n'y a pas de café, il n'y a pas de chocolat et on ne boit pas de l'eau là-bas. Du coup, le thé, c'est la boisson de tous les jours. Donc moi, j'ai grandi un peu avec une tasse à la main. Donc il était temps pour nous, effectivement, de faire un travail de longue haleine sur le thé et le voyage, les deux passions qui nous accompagnent, on va dire, dans notre vie. On était aussi bien à Uji, c'est-à-dire au sud de Kyoto pour le thé matcha, qu'au mont Fuji. On était là pour les premières récoltes. Et pour les Japonais, c'est un moment festif et très important parce que c'est également des feuilles qui n'ont pas été cueillies depuis l'automne, en fait, fin de l'automne. Donc c'est aussi un thé qui va avoir une grande importance d'un point de vue gustatif. Et puis la cérémonie qui a lieu dans ces endroits-là pour la première récolte donne lieu à les femmes viennent habillées en kimono. Et c'est un peu une représentation de la façon dont on procédait auparavant pour cueillir le thé. Et donc c'est visuellement très intéressant. Alors effectivement, quand on était au mont Fuji,
déjà on a trouvé un endroit magnifique avec ces champs de thé qui montent en gradin vers le mont Fuji. Et puis il y avait ces femmes qui étaient habillées en kimono traditionnel, qui pratiquaient la récolte. Donc c'était parfait pour nous, quoi. Visuellement, on ne pouvait pas avoir une image plus symbolique pour le thé et le mont Fuji. Ouais. Ce qu'aiment bien dire les Japonais, c'est que les théiers, ils aiment avoir les pieds au sec et la tête dans les nuages. Donc c'est pour ça aussi que les champs sont souvent en pente, pour que l'eau ne s'arrête pas. Et puis il y a toujours des nuages qui flottent au-dessus des champs de thé, surtout au petit matin. C'est vrai que pour un photographe, les champs de thé sont également des formes d'art, parce qu'en fait, je ne sais pas comment ils font, mais ils ont une façon d'épouser les formes des collines, des arrondis, et puis la façon dont ils coupent les théiers. Enfin, c'est vraiment des champs qui sont très très graphiques. En fait, le jardin japonais, on le retrouve également dans la façon de cultiver l'arbre. Le plaisir de la photo dans notre travail sur le thé au Japon, c'est peut-être l'aspect intemporel. C'est qu'en fait, je pense que si on avait eu un appareil photo au XVIIIe siècle, je pense que les photos qu'on aurait ramenées auraient été à peu près les mêmes. Parce qu'en fait, déjà, tout l'aspect graphique des champs, comme je disais auparavant, et ensuite la cérémonie du thé, on a l'impression que c'est complètement intemporel. Ce qu'on a découvert, qu'on a vu nulle part ailleurs dans notre route d'été, c'est le fait qu'ils recouvrent les champs de thé avec des toiles. Ils le font à peu près 3 semaines avant la récolte. Et en fait, c'est pour que les rayons du soleil ne pénètrent plus sur les feuilles. Et apparemment, ça serait pour conserver la chlorophylle et les tanins du thé. Donc c'est ce qui permet peut-être de faire ce thé, d'avoir ce goût particulier du gyokuro, parce que c'est le gyokuro qui est recouvert comme ça, et le matcha également, quoi. C'est une technique très très spécifique au Japon. Enfin, en tout cas, nous, on ne l'a pas vu dans d'autres pays. Et puis bien sûr, ce qui est assez surprenant aussi par rapport à tous les autres thés qu'on a pu boire et voir à travers le monde, c'est le matcha. Une fois qu'il est séché, il est complètement broyé par une meule. Et donc, quand on boit un matcha, on boit et on mange l'ensemble du thé, en fait. Et apparemment, il y a beaucoup de vertus qui passent à travers cette façon de boire le matcha. Là où on était également surpris, c'est qu'après avoir fait une dégustation d'un gyokuro chez un producteur, parce qu'en fait, on boit 3 fois, on met 3 fois de l'eau, donc voilà, on a le droit à 3 tasses avec le même thé. Et à la fin, en fait, le producteur a pris les feuilles de thé qui étaient donc toutes ouvertes avec l'eau chaude. Il nous a mis ça chacun dans une petite assiette et il nous a mis un peu de fleur de sel. Et avec des baguettes, on a mangé les feuilles de thé qui étaient déjà infusées 3 fois. Et en fait, pour ce thé-là, qui est aussi un thé de grande qualité, on mange les feuilles de ce thé. La notion même d'ingérer toutes les feuilles du thé est née justement en Chine, il y a à peu près 1000 ans, sous la dynastie Song, parce qu'il y a des vertus thérapeutiques. Ça peut rendre même immortel, il paraît. En Chine, dans son pays de naissance, c'est plus lié à la spiritualité, au bien-être, plus au bouddhisme, etc. C'est le cas aussi au Japon, mais au fur et à mesure de son développement, notamment sous l'influence du zen, le bouddhisme zen au Japon, le thé a influencé tous les autres domaines de l'art au Japon, aussi bien l'architecture, la peinture, notamment dans les jardins zen, on voit comment ils font la décoration, tout est influencé. En fait, ce sont les maîtres du thé qui ont un peu décrit ou donné des lignes de l'art au Japon. C'est vraiment le pays qui a amené le thé sur le rang de l'art. Le cha no yu, la voix du thé, ou interprète en français la cérémonie du thé. C'est ça en fait, c'est la façon d'être, la quête de l'harmonie, de la simplicité, voilà. C'est toute la pensée japonaise en fait. Et de par là aussi la pensée orientale. Pour moi, c'est le plus beau souvenir, c'est quand même avec Corinne, on a une amie française, mais qui presque japonaise, on va dire, maintenant qui vit là-bas depuis 20 ans, à Kyoto, qui nous a amenés chez sa copine qui est justement spécialiste, on va dire, une maîtresse de thé, on dit, je sais pas, on dit en tout cas maître de thé, mais c'était une femme. Donc, c'était dans les jardins de Akusasonso, qui est à côté du temple d'argent, qui est un jardin en fait ouvert au public. Donc en fait, ce qui va vous raconter tout, le public peut y assister également. Il faut prendre un rendez-vous, il y a des heures précises pour cette cérémonie, mais c'est ouvert au public. Donc en fait, ce qui m'avait vraiment étonnée, c'était la première fois, c'était pas toute la première fois, on avait déjà assisté à notre cérémonie auparavant, mais là c'était vraiment très traditionnel, dans le sens, rien qu'en entrant dans le jardin, en fait c'est d'abord un beau jardin,
l'époque Heian, je crois, donc c'est assez ancien, avec tout ce qu'on peut imaginer sur le jardin japonais, avec des statues de 11e, 12e siècle qui sont cachées par là dans les herbes, dans les arbres. En fait, dès que tu entres, c'est un voyage. Elle nous amène au bord d'un étang, une petite hutte toute simple. Et c'est le pavillon de thé. C'est là où se passe la cérémonie du thé, en toute simplicité. On y entre en enlevant nos chaussures. Et il y a même une petite porte à l'époque qui est aujourd'hui condamnée. À l'époque, c'était pour les samouraïs. Parce que les samouraïs, ils devraient entrer par une petite porte. Ils devaient enlever leur sabre avant d'entrer dans le pavillon. Parce que samouraï, c'est quelqu'un d'assez élevé, de rang. Et à l'intérieur du pavillon d'été, justement, comme tout doit être simple, tout le monde doit ôter sa carapace, si je peux dire. C'était très intéressant. Donc pour moi, c'est un super beau souvenir. Et une fois à l'intérieur, pareil, la hutte, le pavillon, il n'y a rien, juste un décor avec 2 fleurs. Et bien sûr, toujours une peinture qui change tous les jours, en fait. Et là, c'était le jour de la peinture, c'était un bateau au milieu de rien, propice à la méditation. Voilà. On s'est attaché justement à photographier et à enquêter sur les objets du thé. Parce qu'en fait, quand il y a une cérémonie, les gens qui pratiquent le matcha connaissent, il y a une espèce de petit fouet qui s'appelle un shazen. C'est un morceau de bambou qui est effiloché à la main. Tout est fait vraiment minutieusement par des artisans qui sont presque des artistes. Donc on a été rencontrer une personne qui fabrique ce shazen, donc qui sert à fouetter le matcha. On a été rencontrer un artisan aussi qui fabrique la petite cuillère qui s'appelle shasaku, c'est ça ? Shasaku. Donc une petite cuillère en bambou courbée qui permet de doser le thé matcha, donc toujours pour les cérémonies du thé. Et puis on a également été dans un endroit qui s'appelle Tokoname, qui est un endroit réputé pour la fabrication des théières, parce qu'il y a une très bonne terre dans cette région, et il y a beaucoup de potiers qui sont installés là. Donc on a été également rencontrer un artisan qui fabrique des théières Kyosu, donc c'est une théière presque comme celle dans laquelle on a bu le thé tout à l'heure, à part qu'elle a un manche latéral qui permet de servir. Mais c'est pareil, c'est une théière qui a une très petite contenance parce que voilà, le thé, comme disait tout à l'heure, au Japon, on ne le boit jamais dans des mugs, mais c'est toujours des petites quantités, un peu comme l'espresso stretto italien. Voilà, exactement, ouais, ça se déguste. Merci à Toul et Bruno Morandi pour le thé. On repassera, c'est sûr. Leur dernier livre, La route du thé, paru chez Ozoni. Et pour découvrir l'article au complet sur ce voyage au pays du thé vert, il y a le numéro 57 de l'hiver actuellement en vente avec la couve sur le Japon. Sinon, on retrouve AR, magazine voyageur, sur ar-mag.fr, Instagram, Twitter, Facebook et dans les kiosques bien sûr. Et si tu as besoin d'une assurance, pense à Chapka. On les remercie de soutenir Aller-Retour le podcast. À bientôt pour de nouvelles aventures.